Bonjour. Dans la dernière séance, on a commencé à traiter la théorie du jeu comme outil d'analyse des situations économiques. Et on s'est arrêté sur la définition d'un jeu, comment peut-on représenter un jeu, et on est arrivé à la forme normale d'un jeu, lorsqu'il y a un jeu simultané où les deux joueurs jouent en même temps. Donc voilà la matrice ou le tableau qu'on peut avoir si on transforme une situation de concurrence entre des acteurs. On a une situation de concurrence et on peut la réécrire sous forme d'un tableau ou d'une matrice qui va poser les acteurs. Ça dépend de la nature des acteurs qu'on a, des entreprises, des joueurs, des gouvernements, des pays. On a, pour chaque joueur, on pose les décisions, les actions, les stratégies qu'il a, les différentes possibilités ou décisions qu'il peut prendre. Et aussi pour le concurrent, on fait de même. Toutes les décisions ou les actions qu'il peut avoir. Et on a dit qu'il y a possibilité que les acteurs ou les joueurs connaissent les décisions des autres joueurs. Ici, on a simplifié le jeu. On va prendre deux joueurs avec deux stratégies. C'est simplement pour simplifier la présentation d'un jeu ou d'une situation concurrentielle sous forme d'un tableau ou d'une matrice. Lorsqu'on parle de matrice, c'est un tableau qui va faire figurer aussi bien les décisions que les récompenses ou les profits des actions combinées, en tenant compte de l'action de chacun des acteurs. Lorsqu'on a ici un joueur 1, lorsqu'il joue la stratégie ou la décision A majuscule, l'autre joueur 2, il peut jouer A minuscule, on a une récompense pour le joueur 1 qui est égal à 3 et pour le joueur 2, une récompense ou un profit qui est égal à 2. Si le joueur 1 reste sur la décision A majuscule et le deuxième joueur joue B minuscule, le premier joueur aura un profit ou un retour ou une récompense de 4 et l'autre joueur aura uniquement une récompense ou un retour de 1. Et la même chose pour la stratégie B majuscule pour le joueur 1. On aura un profit de 4 pour le joueur 1 si le joueur 2 joue petit a et 3 pour le joueur 2, un bénéfice de 3. Et pour la stratégie ou la combinaison ou le couple de décisions qui correspond à B majuscule, B minuscule, on aura pour le joueur 1 un profit de 1 et pour le joueur 2 un profit de 2. Voilà, c'est un tableau qui présente l'ensemble des informations concernant une situation de concurrence où le bénéfice ou le profit que peut tirer un joueur dépend de sa décision, mais aussi de la décision de l'autre. Et ce profit change selon la décision de l'autre. Dans cet état, on a schématisé la situation sous forme de tableau. Et l'étape suivante, il s'agit de trouver l'équilibre. C'est comme un équilibre d'un marché qu'on a déjà abordé dans le premier axe de ce cours, de ce programme. Donc, il s'agit de trouver un équilibre. Un équilibre, c'est une situation où chacun des joueurs va prendre une décision qui va lui permettre aussi bien de tirer plus de profit.
mais aussi se protéger contre l'attaque du deuxième joueur. Donc, voilà un équilibre et on discutera par la suite, est-ce que c'est un équilibre qui est optimal, qui est basé sur la solution la plus optimale du jeu, de la situation, et est-ce que c'est un équilibre qui est stable, c'est-à-dire lorsqu'on a parlé des équilibres dans les structures de marché, on a mentionné l'état, est-ce qu'un équilibre est stable ou non, en disant qu'il est stable quand chacun des entreprises ou chacune des entreprises ne souhaite pas modifier son prix ou sa quantité. C'est lorsqu'il change de décision concernant le prix ou la quantité, il va avoir sa situation parfois s'améliorer pour un certain temps, mais se détériorer par la suite, se dégrader par la suite. Et il va chercher à revenir à la situation, la décision initiale. C'est pourquoi on parle de stabilité de l'équilibre. L'équilibre, c'est une combinaison de décisions, un couple de décisions prises par les deux acteurs et qui donne une récompense supposée optimale ou non, mais qui satisfait chacun des acteurs et que chacun des acteurs ne souhaite pas changer sa décision. Voilà une situation qui peut résumer à une situation de concurrence. Et l'étape suivante, c'est de chercher quel est l'équilibre de cette situation. C'est dans ce sens où on utilise la théorie des jeux, toute la formulation de la théorie des jeux pour trouver un équilibre des situations économiques concurrentielles. C'est une utilisation de la théorie des jeux dans un domaine économique, celui où on trouve soit deux entreprises, soit plusieurs entreprises sur un marché et qui se font concurrence. Et pour chaque entreprise, il doit prendre une décision concernant la quantité ou le prix en tenant compte des décisions des autres entreprises. Il doit se protéger, prendre une décision qui va lui permettre d'avoir le plus de bénéfices et ne pas se protéger contre les décisions des autres entreprises. On va donner un exemple le plus célèbre, comment on peut transformer une situation donnée où il y a un jeu ou des décisions à prendre contre un concurrent. Et l'exemple le plus célèbre dans la théorie des jeux, c'est ce qu'on appelle le dilemme des prisonniers. Et c'est un exemple qui résume d'une façon efficace une situation concurrentielle. Donc voilà, on donne juste un exemple pour vous permettre de voir comment on peut transformer une situation donnée où il y a la récompense qu'une personne peut avoir dépend de la décision d'une autre personne. Et c'est une schématisation très simple d'une situation qu'on va réécrire sous forme d'un tableau. Donc voilà, le dilemme des prisonniers, c'est le dilemme, lorsqu'on parle du dilemme, c'est une difficulté de choisir entre deux choses ou plusieurs. Vous êtes en dilemme, c'est que vous ne savez pas comment choisir. Et on a déjà vu dans le tableau de la BCG, lorsqu'il y a une situation de dilemme, est-ce qu'il faut quitter une activité ou rester sur cette activité? C'est une difficulté de choix. Et on parle du dilemme, difficulté de choix d'un prisonnier. C'est la situation, elle est résumée ainsi. La police arrive sur un endroit, un lieu où on a commis un crime. Et on a trouvé deux personnes sur le lieu du crime. On les a emprisonnés
On a fait des propositions pour les deux personnes. Euh, on les a mis d'une façon séparée. On leur a proposé des compromis. Donc voilà, on peut dire, les deux personnes se sont trouvées sur le lieu du crime. On les a embarqués, emprisonnés, et on les a mis d'une façon isolée. Et on a proposé à ces deux personnes des décisions à prendre. Donc, les deux décisions, c'est que pour une personne, pour chaque personne, il a la possibilité d'avouer qu'ils ont commis le crime ou de nier qu'ils n'ont pas commis le crime. Donc, les possibilités, les décisions qu'il peut avoir tous les deux, c'est que si c'est un détenu avoue que c'est l'autre qui a commis le crime, et lui, il n'a rien fait, celui qui a avoué sera libéré. Et celui qui a nié qu'il a commis le crime, il aura 10 ans de prison. Donc, un qui a avoué que l'autre, il a commis le crime, et l'autre, il a nié, celui qui a avoué sera libéré, et celui qui a nié aura 10 ans de prison, et vice-versa. Donc, on va schématiser ça dans un tableau. Puis, il y a une deuxième situation. Si les deux avouent qu'ils ont commis le crime, donc la récompense qu'ils auront, c'est chacun, il va avoir 5 ans de prison. Donc, ils ont avoué qu'ils ont commis le crime. Chacun aura 5 ans de prison. Si nient, si aucun des deux personnes n'avoue qu'ils ont commis le crime, ils ont uniquement une année de prison. On ne peut pas un petit peu imposer une durée de prison plus longue pour des gens qui ont nié. Donc, on donne une année de prison. Et la situation, on peut la résumer dans un tableau. Donc, les deux stratégies possibles pour les deux personnes, c'est soit avouer, soit nier, ne pas avouer. Donc, on peut schématiser la chose sous forme d'un tableau. Le détenu A, le détenu 2, soit qu'il a une stratégie avouer, les deux avouent, ils reconnaissent qu'ils ont commis le crime, ils auront une récompense aux 5 ans, une peine de 5 ans de prison chacun. Donc, ils ont avoué, ce sont eux les criminels, ils auront 5 ans chacun. Le détenu 1, s'il avoue et l'autre n'avoue pas, le deuxième n'avoue pas, on a dit que celui qui a avoué sera libéré et celui qui a nié n'a pas avoué, il aura 10 ans. Le détenu 1 a avoué que l'autre qui a commis le crime. Le deuxième, il a nié, même on a quelqu'un qui a avoué qu'il a commis le crime. Donc, celui qui a avoué aura 0 année de prison, il sera libéré. Et celui qui on dit qu'il a commis le crime, il ne veut pas reconnaître, il aura 10 ans. Et c'est la même chose pour la deuxième position. Donc, ne pas avouer pour le détenu 1, avouer avec le détenu 2, c'est la même couple de prison, les mêmes peines de prison, mais inversées. Pour le détenu 1 aura, parce qu'il a nié, il aura 10 ans. Et pour celui qui a avoué que c'est l'autre qui a commis, il sera libéré. Dans le cas où aucun des deux ne reconnaît qu'il a commis le crime, donc ils auront une année de prison quand même. Chacun aura une année de prison. Voilà, on a résumé la situation dans un tableau.
avec les stratégies, les deux acteurs, les deux joueurs, et on a les stratégies pour chaque joueur, et on a les bénéfices. Ici, ce ne sont pas des bénéfices, mais ce sont des peines, des années de prison pour chaque décision combinée avec la décision de l'autre. Donc, le nombre d'années de prison d'un détenu ne dépend pas uniquement de sa décision, mais dépend aussi de la décision de l'autre. Et on schématise cette situation sous cette forme. On vous demande de déterminer quelle est la décision, la meilleure décision pour les deux joueurs. Donc, automatiquement, en visualisant, en regardant, en observant le tableau, automatiquement, on va dire que l'optimum, la décision la plus optimale, la plus bénéfique pour les deux, c'est de ne pas avouer chacun. Donc ça, on appelle ça un optimum. Donc ça, c'est l'optimum. C'est la décision optimale pour ce jeu. La solution optimale pour ce jeu. Ne pas avouer et avoir chacun une année. Mais chacun des deux détenus, il va faire un calcul. S'il n'avoue pas, et il y a possibilité que l'autre n'avoue pas, ils auront chacun une année. Mais si un détenu n'avoue pas et l'autre avoue, il y a risque d'avoir, au lieu d'une année, d'avoir 10 ans de prison. C'est un peu lourd. Et l'autre sera libéré. Donc, la décision de ne pas avouer, c'est optimal, mais ce n'est pas sûr. Parce qu'on va avoir peur que l'autre change de décision et avoue. Donc, c'est pourquoi chaque personne va comparer ce qu'il va gagner sur chacune de ses décisions. Pour avouer, soit qu'il va avoir 5 ans ou 0. Pour la décision ne pas avouer, il aura 10 ans ou une année. Donc, la première décision qui lui semble plus rationnelle, c'est d'avouer le crime. Et on tombe sur un équilibre, c'est pour se protéger. À la limite, s'il avoue, soit qu'il sera libéré, soit qu'il va avoir 5 ans. Mais par contre, s'il va nier, ne pas avouer, il va avoir soit une année, soit 10 ans, ce qui est un peu long. Donc, pour se protéger contre la décision de l'autre, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'autre peut faire, on cherche à se protéger et c'est ça l'équilibre. Donc, l'équilibre, c'est une décision qui nous protège contre toutes les possibilités, les décisions de l'autre joueur, de l'autre acteur. C'est pourquoi on a, pour un jeu, possible qu'il y ait un optimum qui satisfait tout le monde et qui peut être bénéfique pour tout le monde, mais il n'est pas sûr. Il risque d'avoir plus de pertes si l'autre change de décision. Un équilibre, même s'il n'est pas optimal, mais possible qu'il est stable. Personne dans ce cas ne souhaite changer de décision. Et c'est la meilleure décision pour se protéger contre la décision du deuxième acteur. Voilà, c'est un cas très simple. Comment peut-on schématiser une situation où ce que vous allez gagner ou perdre dépend de votre décision et de la décision de l'autre. Et on a l'exemple le plus célèbre, c'est celui du dilemme des prisonniers. On va maintenant présenter comment on va chercher un équilibre, comment peut-on arriver à cet équilibre. On ne peut pas le faire comme ça directement, mais on a des techniques pour arriver à déterminer l'équilibre d'un jeu. Donc voilà, on parle d'un équilibre dans un jeu. Comment peut-on réaliser l'équilibre d'un jeu? On a une matrice de
de décision et de retour de bénéfices, et il faut trouver l'équilibre pour ce jeu. L'équilibre le plus célèbre dans la théorie des jeux, c'est celui qu'on appelle l'équilibre de Nash, donc trouvé dans les années 50. Et Nash, c'est un mathématicien qui a travaillé sur la théorie des jeux et il a élaboré un équilibre. Donc, c'est un mathématicien, mais qui a eu son prix Nobel en économie en 1994. L'équilibre de Nash qu'on peut définir, on peut dire que c'est la meilleure combinaison qui permet à une entreprise, à un joueur de répondre d'une façon efficace à toutes les décisions des autres acteurs. Donc, l'équilibre de Nash, c'est une combinaison de stratégies. Lorsqu'on parle de combinaison, il y a toutes les récompenses possibles des joueurs. Une combinaison, c'est un couple soit de bénéfices, soit de pertes, qui tient compte des deux acteurs. Une combinaison de stratégies pour laquelle la stratégie de chaque joueur est une meilleure réponse aux stratégies des autres joueurs. Ça signifie que je me protège contre, c'est la meilleure façon de se protéger contre toutes les décisions de l'autre joueur. Cette décision que je vais prendre et qui va me permettre de réaliser un équilibre au sens de Nash, c'est une décision, une stratégie ou une action qui va correspondre à la meilleure réponse qui me protège contre toutes les décisions possibles de l'autre joueur. On verra comment peut-on arriver à établir cet équilibre, mais gardons que c'est la même chose qu'on a vu dans le dilemme des prisonniers. La stratégie d'avouer pour les deux, c'est une meilleure réponse qui va donner à chacun des deux joueurs un meilleur retour, le moins d'années de prison. Donc, même s'il y a une possibilité d'améliorer les récompenses, mais ils ne sont pas des décisions qui sont sûres. Chaque acteur, chaque joueur va chercher à se protéger. Bien sûr, il réalise un meilleur gars, mais il se protège et il va prendre la meilleure réponse vis-à-vis des stratégies des autres. Donc, lorsqu'on parle d'un équilibre, il faut garder en tête, c'est la même définition qu'on a déjà donnée dans le premier axe de ce cours. Un équilibre, c'est une situation où aucun des joueurs ne cherche à dévier de sa stratégie. Il ne cherche pas à changer sa stratégie. Donc, sa stratégie, dans une situation d'équilibre, représente la meilleure réponse par rapport aux autres. Et on avait vu l'équilibre de la concurrence pure et parfaite. Prêt est égal à comarginal est égal à recette marginale. On avait vu l'équilibre de la concurrence monopolistique, de l'oligopole, du duopole, soit de Bertrand, soit de Cournot. Et chaque situation qui représente un équilibre, c'est une situation qui représente la meilleure réponse d'une entreprise par rapport aux autres entreprises sur le marché. Et ça ressemble un petit peu à un équilibre d'un jeu en théorie des jeux. Donc voilà, l'équilibre de Nash, il ressemble un petit peu à un équilibre économique d'un marché. On verra, c'est comme l'équilibre de la concurrence pure et parfaite. Et on peut dire les caractéristiques d'un équilibre de Nash. Premièrement, c'est un équilibre qui est fondé sur une hypothèse de rationalité des acteurs. Lorsqu'on parle de rationalité, c'est une notion fondamentale dans l'analyse économique. Et l'homme economicus
est supposé être rationnel. Vous avez déjà abordé cette notion de rationalité dans le cours d'économie politique, de microéconomie, c'est-à-dire que chacun des acteurs économiques va poursuivre son intérêt personnel, individuel. S'il n'y a pas cette notion de rationalité, on ne peut pas établir un équilibre d'un jeu et plus un équilibre d'un marché. Si une entreprise va vendre à perte ses produits, c'est qu'il n'est pas rationnel. Si un consommateur peut acheter un bien à un prix qui est très élevé, c'est qu'il n'est pas rationnel, au lieu d'acheter un autre prix qui est moins cher. Donc, la rationalité, c'est une notion fondamentale en économie. C'est l'optimisation de votre intérêt. On cherche toujours à améliorer notre situation ou notre bien-être. Deuxième caractéristique de l'équilibre de donnage, c'est comme l'équilibre de marché, c'est qu'elle est spontanée. Lorsqu'on parle de spontané, c'est qu'aucun n'intervient, aucun acteur externe n'intervient pour imposer cet équilibre. Cet équilibre se réalise de lui-même. C'est comme l'équilibre de marché. L'équilibre de marché, personne n'impose une situation, un prix ou une quantité pour les entreprises. Ils vont se faire concurrence jusqu'à ce qu'on arrive à une situation d'équilibre d'une façon spontanée, où aucune intervention extérieure n'est possible. Et vous avez parlé ici, dans le cas de la structure de marché de concurrence pure et parfaite, de la main invisible. On a une main qui intervient pour réaliser l'équilibre sur un marché. Et ça relève de la spontanéité de la réalisation de l'équilibre par lui-même, par les mécanismes du marché. Puis, il y a la troisième caractéristique qui ressemble aussi de l'équilibre donnage, qui ressemble aussi à l'équilibre du marché en concurrence pure et parfaite, c'est la stabilité. C'est que c'est un équilibre qui est stable. Personne, et on a déjà parlé de ça, personne ne cherche à changer sa décision. S'il change sa décision, c'est qu'il va soit améliorer sa situation et détériorer la situation de l'autre, l'autre va réagir, il va faire la même chose, et on va avoir une amélioration d'une situation au détriment d'un autre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver à une situation où chacun ne peut changer de sa décision, de sa stratégie. On parle d'équilibre qui est stable. Et ça ressemble, l'équilibre donnage, on peut dire qu'il est plus ou moins, il ressemble en quelque sorte à l'équilibre du marché en concurrence pure et parfaite. Donc le marché, l'équilibre de marché en concurrence pure et parfaite rassemble ces caractéristiques de l'équilibre donnage, la rationalité. Chacune des entreprises va chercher son propre intérêt. Elle est spontanée. Aucun acteur extérieur ne peut intervenir pour réaliser cet équilibre. Et elle est stable. Et on est arrivé à la stabilité dans l'équilibre de marché en concurrence pure et parfaite. C'est le prix qui est égal à toutes les entreprises vont vendre leurs produits à un prix qui est égal à la recette marginale est égale à le coût marginal. Aucune entreprise ne peut vendre son produit à un prix supérieur, sinon on a parlé de l'homogénéité des produits. Les acheteurs vont acheter le produit des autres. Aucune entreprise ne peut vendre son produit à un prix qui est inférieur au coût marginal est égal au point coût marginal est égal à recette marginale, sinon il va vendre à perte, ce qui n'est pas rationnel. Donc voilà
les éléments qu'on peut avoir entre l'équilibre donnage et l'équilibre de marché en concurrence pure et parfaite. Mais il y a des points sur lesquels l'équilibre donnage est différent d'un équilibre de concurrence pure et parfaite. On va parler de l'optimalité, donc l'unicité, l'équilibre de marché, c'est un équilibre unique. On trouve un seul équilibre dans un marché. Par contre, pour un jeu, on peut avoir plusieurs équilibres donnage. Donc, ici, on a, c'est pas une seule combinaison qui peut représenter un équilibre donnage, mais pour les gens qui travaillent sur les mathématiques, on peut dire qu'un jeu où il y a plusieurs décisions à prendre pour chacun des joueurs, il y a possibilité d'avoir plusieurs équilibres donnage. Deuxième différence, c'est que l'équilibre donnage n'est pas optimal. Et on a déjà vu ça dans le dilemme de prisonnier. L'optimum, c'était ne pas avouer avec 1 an de prison pour chacun. C'est un optimum, mais il ne représente pas un équilibre. L'équilibre, c'était avouer avec plus d'années de prison. Mais lorsqu'on parle d'équilibre, c'est une situation qui protège. L'optimum, dans la théorie du jeu, ne protège pas. L'équilibre de marché en concurrence pure et parfaite est un équilibre optimal. Au sens de Pareto, ça signifie que l'optimalité au sens de Pareto, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer de décision. Si vous changez de décision, vous allez avoir votre situation qui va se détériorer. Donc, c'est une décision qui va représenter le maximum, l'optimum, étant donné toutes les conditions du marché. C'est un équilibre qui va donner l'optimum tenant compte des conditions de marché. Si une entreprise dévie de cet équilibre, il va trouver sa situation se détériorer. L'équilibre donnage est sous-optimal. Il ne réalise pas cette condition. Vous pouvez un petit peu dévier de cet équilibre, c'est-à-dire qu'il y a d'autres solutions qui peuvent améliorer la situation des acteurs. Mais on a vu dans le cas du dilemme de prisonnier que si vous déviez, vous n'êtes plus protégé. Donc, c'est possible que vous allez chercher à améliorer votre situation, mais si l'autre acteur aussi, il peut être égoïste, il va prendre une décision qui va lui procurer plus de bénéfices, et vous allez tomber dans une situation où vous allez détériorer plus votre situation. C'est pourquoi on préfère jouer un petit peu la sécurité, jouer la décision qui nous protège le plus, même si elle n'est pas optimale, mais qui nous donne plus de protection vis-à-vis des décisions des autres. Donc, ici, on a parlé pourquoi on schématise une situation de concurrence sous forme d'un jeu, et on a vu comment peut-on la transformer en une matrice où il y a les décisions avec les combinaisons de gains. Et l'objectif, c'est de chercher l'équilibre, donc un équilibre de jeu. On a vu maintenant une notion d'équilibre que donnée par un mathématicien. On peut voir par la suite des techniques pour arriver à discuter ou à trouver l'équilibre pour certains types de jeux. Donc, la séance suivante va porter sur certaines techniques. Comment peut-on trouver un équilibre d'un jeu en utilisant certaines techniques? Ce n'est pas donner l'équilibre d'une façon comme ça, directe, mais il faut suivre des techniques pour arriver à trouver l'équilibre d'un jeu. Et c'est la chose qu'on peut voir pour la séance prochaine.